Ancien diplomate, homme politique ivoirien, ministre des Affaires étrangères et compagnon du président Félix Houphouët-Boigny, membre du comité des sages et nouvellement nommé vice-président du PDCI RDA, Amara Essi a été secrétaire général de l'OUA et premier président de la Commission de l'Union africaine en 2002 et 2003. À 75 ans aujourd'hui, l'homme fait partie des leaders africains dont on sollicite à chaque fois les conseils et l'arbitrage pour aider les pays concernés à sortir des situations de conflit. Chers internautes, PDCI 24 est allé à la rencontre de cette grande bibliothèque du PDCI RDA. Merci d'avoir accepté cette interview pour PDCI 24. Nous sommes à la résidence du ministre Essi Amara dans son village natal, Kwasi Daterkro, situé à plus de 450 km d'Abidjan. Monsieur le ministre, vous qui avez été un proche du président Félix Houphouët-Boigny, pouvez-vous nous dire votre vision pour le fouettisme? C'est quoi le fouettisme? Le fouettisme, je crois, ce n'est pas des dogmes qu'on peut recenser, c'est un exemple de tous les jours. Vous savez, je crois qu'il a été un adepte de ce qu'on appelle les cours de leçons de choses. À l'époque, tous les mercredis, le maître partait au champ, dans la ville avec les élèves. Ils voyaient, donc ils apprenaient. Donc, vous pouvez tous les jours nous donner des exemples. C'est dommage parce que je crois que quand vous allez à Yamoussoukro ou à Abidjan, allez voir la chambre d'Houphouët. C'est une petite chambre à travers tout ce palais. C'est quelqu'un qui est humble, qui est modeste. Donc la grandeur, c'est pour l'extérieur, c'est pour l'étranger. Et lui-même, il était modeste. Une fois, on était à New York, au Waldorf Astoria. À 5 h du matin, il m'a appelé de monter. Je suis monté, il était au balcon. Il me dit, regarde la ville. Je regarde. Je dis, bon, le voyage forme la jeunesse. Il dit, non, le voyage rabaisse l'orgueil. Il dit, quand tu vois tout ça là, qu'est-ce que nous sommes? Absolument rien. 2 immeubles sur le budget de la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons une tâche énorme devant nous. Il faut travailler, il faut travailler. Il faut être humble. Donc, c'est un exemple. Tous les jours, il vous donne un exemple. Il a toujours quelque chose à dire parce que c'était un exemple. Et je vais donner un autre exemple. J'étais une fois à Yamoussoukro. J'avais accompagné un prince japonais. Et après le déjeuner à la résidence, je partais lorsque son neveu, Léon Aka, m'a dit que bon, qu'il partait sur Abidjan. Il allait chercher de l'essence. J'ai dit, mais j'ai un avion, tu viens avec moi? Il dit, mais est-ce que mon oncle va accepter? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Et puis bon, donc en partant, je me suis arrêté chez mamie, fêtait sa soeur. Et aussi là, il y avait 2 personnes, des parents aussi, qui disaient qu'ils allaient à Abidjan. Et je dis, bon, écoutez, il n'y a pas de problème, puisque l'avion était 3 et 3 gardes de corps, donc il y avait de la place, donc je les prends. On arrive à Abidjan et puis j'avais dîné avec lui et puis je rentre chez lui vers 23 h, il m'appelle de revenir à la résidence. Je reviens, il était déjà couché, il se lève et puis il me regarde dans les yeux et me dit, tu sais, tu n'as pas le monopole de la générosité ni de la gentillesse. Pourquoi tu as pris mes parents dans l'avion? Il dit, monsieur le président, ça va de soi. Il dit, non, non, non. Je ne vais pas les habituer à cela. Il faut séparer l'État et la famille. Demain, ils auront des problèmes s'ils n'ont pas cet avantage. Ils ont tous des voitures. Bon, en fin de compte, c'est tout un ensemble, disons, de tous les jours, on apprend quelque chose avec lui. Donc, mais je crois que ce qui fait sa force, c'est que c'est quelqu'un quand même qui a été ministre dans un gouvernement français. Et vous savez, c'est dur dans un gouvernement français, les scandales, les critiques. Donc, il faut être vraiment quelqu'un de très pointu, quelqu'un de très honnête, quelqu'un qui se contrôle, pour éviter les critiques en France. Quelqu'un qui a été dans un gouvernement avec De Gaulle, il apprend beaucoup de choses. Et Houphouët était beaucoup estimé par De Gaulle, puisque j'ai un exemple aussi que je vous donne. Ça, il m'a raconté ça un jour, quand on était dans l'avion, il me disait que quand il devait quitter la France pour la Côte d'Ivoire, il a demandé donc un rendez-vous pour aller dire au revoir à De Gaulle.
Donc il a pris contact avec le secrétaire général de la présidence pour lui demander rendez-vous à De Gaulle. Et ce monsieur, le secrétaire général lui a dit, ah, écoute, ça tombe bien parce que je vais le voir. Il y a au moins 5 rendez-vous qui sont sur ma table, je vais le voir et dès que je le vois, je vous rappelle. Et une heure après, il le rappelle et dit, ah écoutez, mes félicitations. Il dit, pourquoi? Il dit, mais le général va vous recevoir à Colombey les deux églises, non pas à Paris. Il reçoit Debré, il reçoit d'autres ministres à l'Élysée, mais vous, c'est à Colombey des églises. Quand on connaît le gaullisme, c'est un signe d'honneur et surtout de considération. Et donc, il a vu le général à Colombey des églises. C'est là qu'il a donné 2 conseils, que tu t'en vas pour le chef d'État. Tu as travaillé pour la France, qui nous a rendu beaucoup de services. Tu es le seul Africain qui a participé à la rédaction de la Constitution de la Ve République. Donc tu as une expérience de toute la politique française. Tu as effectué beaucoup de missions à l'ONU, au nord de la France. Donc vraiment, j'ai 2 conseils à te donner. La première, il faut d'abord construire un État. Un État avec des règles. C'est très important. Et la deuxième, il faut construire une nation. Donc, une nation parce que nous avons en France des Sarkozy, des Balladur, des Lipovski, mais en fin de compte, nous avons réussi à construire une nation. Donc vraiment, ce sont les 2 aspects sur lesquels je souhaiterais que tu mettes l'accent quand tu seras président. Et c'est ce qu'il faut appliquer parce qu'en fin de compte, il est venu en Côte d'Ivoire avec beaucoup de grands commis de l'État, les Belkiri, les Néré, les Linossiers, bref, tout un ensemble, disons, de grands commis de l'État. Et effectivement, je crois que quand on regarde les textes ivoiriens, ce sont les meilleurs de la francophonie. Même quand une fois j'étais au Vietnam, j'ai vu chez le responsable des textes ivoiriens, j'ai vu à Madagascar, donc en fin de compte, on était la référence. Et les préfets ivoiriens à l'époque avaient été formés dans les plus grandes sous-préfectures. Donc en fin de compte, il faut tenir vraiment à l'État, la valeur de l'État, sa noblesse et sa puissance aussi dans la gestion des affaires publiques. En 1993, le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, décède. Le président Bédié devient son héritier constitutionnel et politique. Quels étaient vos rapports après la mort du premier président de la Côte d'Ivoire? Écoutez, les relations normales, puisque en fin de compte, on était tous héritiers du président Houphouët-Boigny. Bon, moi, j'ai eu quand même une situation particulière, puisque on avait fait une réunion à l'Élysée avec le président Chirac et le président Bongo. Le président Chirac avait parlé un peu, disons, des rumeurs dans les chancelleries concernant l'avenir de la Côte d'Ivoire en raison de la santé du président Houphouët-Boigny. Bon, mais en fin de compte, Houphouët faisait à chaque fois des examens. Et il avait dit, non, moi, quand on regarde mes examens, je n'ai aucune lésion dans mes organes vitaux. Donc j'ai une question de fatigue, c'est tout. Donc avec un peu de repos, je crois que les choses vont démarrer. Et 2 jours après, il m'a envoyé faire le tour des capitales pour les rassurer, pour dire qu'en fin de compte, il a préparé sa succession. Donc la première mission que j'avais faite, c'était auprès de James Becker, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères. Bon, le message était très simple. C'est qu'il avait formé quelqu'un, d'abord sur la politique intérieure américaine, qui avait été ambassadeur à Washington pendant longtemps. Donc il connaît vraiment les ressorts de la politique américaine. Ensuite, il a pris comme ministre des Finances. Et après son départ du gouvernement, il a envoyé à la SFI, à la Banque mondiale, pour qu'il connaisse mieux les ressorts de la politique économique américaine. Parce que pour lui, la Côte d'Ivoire doit suivre un peu le modèle américain. Parce que Houphouët n'a jamais cru au communisme. Et bien qu'il ait été membre du groupe parlementaire communiste à l'Assemblée française, mais il n'a jamais cru au communisme. Pour lui, tant que l'individu n'est pas motivé, il ne peut pas se bonifier. Donc l'Amérique met l'accent sur l'individu. C'est le modèle qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire puisse se développer. Donc pour lui, il n'est pas un suiviste, mais c'est un modèle qu'il suit.
Donc on a commencé par Becker pour dire que voilà, bon, bien sûr Oufoué avait dit qu'il n'a jamais, sa succession ne serait pas un homme, c'est une équipe. Mais comme vous savez, dans une équipe, il faut toujours un chef d'équipe. Donc c'est lui qui est son successeur. Donc voilà pourquoi un peu c'est tout à fait naturel que quand le président Bédié est devenu président, bon, j'ai été ministre des Affaires étrangères. C'était un peu la continuité parce que c'est la même politique. Puisque lui-même, il avait suivi tous les conflits qu'on avait. C'était les conflits de Libéria, l'Afrique du Sud, c'est le conflit de l'Angola. Donc en fin de compte, c'est une continuité un peu, une continuité de la politique étrangère. Vu l'exposé que vous venez de nous faire, que pensez-vous de ceux qui prétendent aujourd'hui être plus oufouettistes que le président Bédié? Ben, écoutez, j'ai dit quelque part, j'ai dit que nous avons tous un peu failli parce que on était tous amis, tous frères autour du président Houphouët-Boigny, le père meurt et puis brusquement tout le monde devient ennemi. C'est vraiment dommage parce que c'est vrai que j'ai constaté ce même problème autour de Mandela puisque j'ai suivi beaucoup les questions de l'Afrique du Sud, mais ce n'était pas aussi virulent que ce qu'on a connu ici. Mais c'était prévisible parce que la longue maladie du président Houphouët-Boigny a laissé apparaître déjà des séquelles puisque la lutte avait déjà commencé. Non, je crois que, vous savez, c'est naturel parce qu'autour du pouvoir, il y a toujours chacun ses ambitions. Chacun ses ambitions, donc c'est tout à fait normal aussi, mais en fin de compte, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fin de compte, la Côte d'Ivoire était un modèle. Et moi, je l'ai dit à beaucoup d'amis qui sont des paris différents. J'ai dit, écoute, notre seul avoir, c'est la Côte d'Ivoire. Notre seul bien, c'est la Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas la casser. On ne peut pas la casser. Parce qu'en fin de compte, quand on voit les gens aller se noyer dans la Méditerranée, c'est pas agréable. Ce pays a des potentialités énormes. On a fait beaucoup de recherches avec la télédétection et donc on connaît quand même le potentiel de ce pays. Donc on a tout pour être heureux ici. Nous sommes dans le Gontougo. Alors, monsieur le ministre, comment se porte la vie politique dans cette région? Ben, écoutez, je crois un peu mal puisque vous suivez l'actualité. Le problème que nous avons connu, c'est le manque de discussion. Parce qu'Oufoué recevait beaucoup. À des heures impossibles, il recevait beaucoup. Bon, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de concertation. Bon, et la Côte d'Ivoire, le PDC n'a pas une culture de violence. Nous approchons vers 2020, année des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. À ce sujet, le président Alassane Ouattara a dit, et je cite, « Tant que je serai au pouvoir, il n'y aura rien. » Fin des citations. Quel commentaire faites-vous de cette sortie du président Ouattara? Je suis heureux qu'il dise ça. J'espère que bon, il est plus informé que moi. Il connaît, peut-être il a des canaux qui lui permettent d'avoir une appréciation réaliste de la situation. Je souhaite qu'il n'y ait rien. Personne n'est infaillible. Moi, j'ai une expérience de la vie politique dans tous les domaines. Aucun chef d'État n'est infaillible. Je peux vous le dire, j'ai été secrétaire général de l'OUA. Je connais les 54 pays chefs d'État. J'ai fait les Nations Unies, je connais 99% des chefs d'État du monde. Mais chacun a une faille. Dites-nous, monsieur le ministre, est-ce que la constitution ivoirienne permet un troisième mandat au président Ouattara? Vous savez, le droit est une super structure. On peut trouver tous les arguments qu'il faut pour la contourner. Donc vraiment, vous savez, les juristes sont toujours ce qu'on appelle, ils peuvent faire des convergences parallèles. Que pensez-vous de l'état de droit en Côte d'Ivoire? Nous avons assisté à la démission forcée du président de l'Assemblée nationale. Existe-t-il véritablement une démocratie en Côte d'Ivoire? Non, c'est vrai qu'on veut suivre, disons, les traces d'Oufoué. Parce que Oufoué avait fait le rassemblement au stade de Joe-André. Mais quand on regarde le processus de ce rassemblement, ça a été une œuvre patiente. Oufoué a expliqué aux uns aux autres, nous n'avons rien qui nous divise. Nous devons construire un pays, une nation. Mettons-nous ensemble pour travailler. Bon, chacun a compris parce que Oufoué avait cette capacité de convaincre. C'est un adepte de la maïeutique. La maïeutique, c'est Socrate qui fait des déductions pour arriver à la solution que tout le monde trouve évidente. Donc quand les gens partaient à Joe-André, ils étaient tous d'accord parce qu'ils ont vu la véracité de cette analyse.
Donc il n'y avait pas de force, on n'a pas forcé les gens. C'était vraiment une adhésion sincère, honnête, sans débauchage quelconque. Chacun a compris que vraiment c'était la solution la meilleure. Bon, aujourd'hui, on parle de... C'est une marche forcée, avec des coups de bâton si tu t'arrêtes. Comme dit, il faut laisser la chaise, comme on dit, ou bien laisser le tabouret. Bon, alors, tu as le choix entre laisser le tabouret ou bien t'aligner. Donc, monsieur le ministre, vous confirmez que ce pouvoir ne pratique pas le fouettisme? Non. Fouet serait malade s'il forçait quelqu'un à faire quelque chose. Parce que c'est son côté humanisme. Il veut toujours convaincre. Et ça, il va se reprendre à plusieurs fois. Moi, je l'ai vu avec Babo. Une fois, lorsqu'il y a eu les incidents, soi-disant les viols des étudiantes, où il a reçu Babo à une heure impossible. Et bon, il a fait comprendre à Babo que, bon, en tant que chef d'État, si tu aspires à chef d'État, il y a des situations qu'il faut analyser avec beaucoup de... Oui. Donc, en fin de compte, ils sont sortis et il a compris, il n'a pas fait de manifestation, il n'a pas fait ce qu'il voulait faire. Nous sommes à la fin de notre entretien. Monsieur le ministre, quel est votre message à l'endroit des militants et des populations du Grand-Togo? Nous sommes à Kwasi Datekoro. Kwasi Datekoro a une place particulière dans le PDCI parce que Oufou a passé 3 jours ici, 3 nuits ici. Et la population avait cotisé à l'époque des sommes pour aller lui porter pour son combat. Donc il y a quand même ce lien affectif avec le PDC, avec Houphouët-Boigny. Beaucoup de militants ont été en prison à l'époque à Bondoukou. Et tous ces militants ont des parents. Bon, c'est vrai, une phase difficile. Je crois que vous avez visité la sous-région, il y a beaucoup de pauvreté aujourd'hui. Bon, c'est vrai, l'argent a sa place dans la politique, mais ce qui est certain, c'est que les gens restent fondamentalement PDCI. Ça, c'est ça qui me rassure. Quels que soient les aléas, je crois qu'ils seront toujours PDCI. Je vous dis, c'est moi qui ai été vendre sa candidature un peu partout, donc je serai peut-être le dernier à être son supporter, puisque j'ai été à l'origine de toute sa connaissance à l'extérieur, et donc je ne peux pas quitter Bédié aujourd'hui.